Pour cette première vidéo de l'année, après celle où je présente les vidéos de l'année, je vais travailler sur les relais. Les contacteurs, les batteries Protect. Donc là, ça va être un cours et des tests. Vous ne verrez pas ma tête, sauf là. Et c'est très important les relais. À savoir, ça nous sert pour déconnecter les batteries, pour déconnecter les systèmes. Et le mieux, c'est que ce soit le plus économe possible. Alors ça dépend de leur fonction, effectivement. Alors j'ai mis tous mes appareils de mesure dont j'avais besoin, l'alimentation stabilisée, 1 ampèremètre, 1 voltmètre au cas où, peut-être j'en aurais besoin, peut-être j'en aurais pas besoin, celui-ci j'en aurais besoin c'est sûr. Et j'ai une panoplie de relais que j'ai mis un peu partout et je vais vous les présenter un par un. Et je vais d'abord vous montrer la consommation de chaque relais, parce que moi ce qui m'intéresse c'est de vous montrer comment on peut réduire la consommation d'un relais. Donc il faut d'abord que j'aille du moins consommateur vers le plus consommateur, d'accord ? Et que j'en prenne un, alors j'en ai choisi un en particulier, et j'ai fait un petit montage qui vous permettrait de voir comment on peut réduire la consommation d'un relais. Alors c'est suite au conseil d'un de mes abonnés qui m'a d'ailleurs donné des astuces, et j'ai trouvé ça passionnant, et j'ai moi-même fait mes tests, et donc je fais une vidéo. Alors le premier relais qu'on va tester, c'est le 1-2-3 Smart relais de 1-2-3 électrique, ce qui va avec les BMS. C'est un relais qui est... il y a 2 relais. Ça sert pour la charge et la décharge, ou alors on peut les mettre en parallèle. C'est un relais bobiné à l'intérieur qui est alimenté entre 9 et 70 volts. Alors lui il est alimenté en 12 volts, mais il y a une petite carte d'alim qui alimente entre 9 et 70. J'ai un petit ampèremètre en série et vous verrez c'est du milliampère. Exclusivement pour celui-là, j'ai une petite astuce parce que faut que vous sachiez quelque chose au niveau des relais. Ça va être important pour la suite. C'est qu'un relais c'est bobiné. C'est une bobine, c'est du fil très très fin. Je ne sais pas si on le voit là, c'est du fil vraiment très fin qui est très très long. Le fait qu'il soit fin, ça réduit le passage du courant, c'est-à-dire ça le rend résistif au passage du courant. Le fait qu'il soit très long aussi, donc c'est un cumul des deux, très long et très fin. Ça fait que la section est suffisante pour le courant qui va passer dedans, et la longueur est suffisante pour freiner le courant, donc on a les deux, qui permet d'avoir une très faible consommation. Et pourquoi un fil très très long ? C'est pour faire un champ magnétique très très fort. Plus on rajoute de spire sur une bobine ou sur une ferrite, et plus le champ magnétique est fort. Donc pour quelque chose qui va être le plus économe possible, il faut un nombre de spires très très élevé, ce qui est le cas ici, pour avoir un champ magnétique fort avec une faible tension en fait. Ça n'empêchera pas l'appel de courant. Alors il faut savoir que les bobines effectivement elles stockent un peu du courant, elles ont un petit retard à l'allumage, et elles ont tendance à garder du courant, et puis elles restituent petit à petit, le magnétisme retombe au bout d'un moment quand on arrête de l'alimenter. Mais ces bobines, moi je vais la considérer comme une résistance pour les calculs. Alors c'est pas une résistance, c'est une impédance, mais pour les calculs que je vais faire après, pour les petites astuces que je vais avoir, je vais considérer que c'est une résistance. On verra par la suite comment on fait les calculs. C'est des calculs très simples, c'est juste que c'est la logique qui n'est pas à la portée de tout le monde, quand on n'est pas habitué à l'électricité. Concernant cette bobine, et c'est la seule de tout ce que je vais tester, le bobinage est tellement long que j'ai des problèmes avec l'ampèremètre. Alors, l'ampèremètre lui-même a un petit fil, alors on ne voit pas à l'intérieur, mais il a un tout petit fil qui fait passer très peu de courant avec une très grande bobine pour que l'aiguille puisse afficher des très faibles courants. Donc on a une bobine plus une bobine. J'alimente l'un par l'autre. C'est-à-dire que j'ai le moins branché sur celui-là et le plus branché sur celui-là. Le problème, c'est que j'ai pas pu alimenter mon relais parce que ça fait une chute de tension trop importante. Les deux bobines, celle-ci bride un peu le courant, si on veut. Donc, pour pouvoir constater la consommation, il faut que je la chinte. J'ai un petit fil ici qui me permet de me passer de l'appareil de mesure. Puis quand je l'enlève, ça passe à travers et on a l'allumage. C'est la seule où j'ai eu besoin de faire ça. Parce que c'est la coïncidence qui fait qu'il y a une petite incompatibilité. Alors comment fonctionne ce relais ? Eh bien en fait il est alimenté en permanence entre 9 et 70 volts et on alimente en plus l'alimentation de la bobine. Il y a une particularité sur ce relais, et je l'ai su en l'ouvrant parce que c'était pas très clair sur la notice, c'est que c'est un relais bistable, c'est-à-dire qu'il est alimenté pour être fermé, puis il est réalimenté pour être ouvert. C'est-à-dire s'il y a une coupure de courant entre les deux, il ne coupe pas le courant. Il faut que ce soit en permanence alimenté par une batterie ou par un système, d'où
son alimentation qui prend entre 9 et 70 volts, parce que même batterie déchargée, il doit pouvoir être alimenté. Puis, si on cherche à alimenter le relais, on ferme un contact, on alimente la carte sur une borne pour fermer le relais, mais le relais, il va se fermer, puis ça va s'arrêter. Et la carte électronique va se souvenir que le relais est fermé. Et quand on va enlever l'alimentation, eh ben, ça va faire l'effet inverse. Ça va réalimenter la bobine dans l'autre sens. C'est pour ça qu'il y a 3 bornes pour rouvrir le contact. C'est un peu... C'est pas bête en termes de consommation. Moi, j'aime bien. Mais ça nécessite de ne pas avoir de coupure. Il faut vraiment que l'alimentation de ce relais soit en mode sécurisé pour pouvoir couper le courant à chaque fois qu'on lui le demande. Sinon, effectivement, il ne peut pas le faire. C'est le contraire d'un relais standard avec un ressort qui permet de revenir. Donc je vais vous montrer là rapidement. Donc j'alimente en 14 volts. On voit qu'on ne peut pas l'alimenter parce que le courant passe pas, donc il faut que je chante ici. Voilà. La bobine bridait trop. Donc on est à 0,1 mA. Et au moment où je vais fermer le relais, il va faire la même chose. Il va pas aimer. Ouais, il peut pas. Donc il faut que je le chante. Alors c'est juste pour votre information générale en fait. Hein. C'est pour que vous sachiez qu'il y a des phénomènes électriques qui des fois nous empêchent de mesurer. Donc je vais faire voilà. Oh mince. On a entendu le relais. Attendez, il faut que je le remette. Voilà. J'enlève mon shunt. Et j'ai presque un petit peu plus que tout à l'heure. J'avais 0,1. Là j'ai 0,15 mA. Hop. Et là, il n'a pas assez de courant pour réactionner le relais. Voilà. À chaque fois qu'il y a un appel de courant, il veut pas. Mais en gros, on a 0,15 mA, ça fait une consommation de 4 mW. On a 4 mW pour chacun des relais. On peut les mettre en parallèle, on peut les mettre en série, on peut faire ce qu'on veut. C'est le plus bas que j'ai. Je n'ai pas plus bas. Alors, je peux vous faire je vais démonter, puis je vais vous faire un gros plan rapidement. On peut alimenter les 2 relais en même temps, mais on peut aussi les alimenter séparément. Ça permet d'avoir plusieurs modes de fonctionnement sur le BMS en question. Il est limité à 120 ampères et 70 volts, je crois, en courant continu. On peut augmenter l'ampérage en les mettant en parallèle. J'aime pas trop ça, mais on peut. Et on peut augmenter la tension en rajoutant un condensateur polarisé aux bornes pour éviter les arcs électriques. Les 3 bornes d'alimentation, le contact qui est là, et la carte électronique qui est là. Donc ça, c'est le plus économe de tous. On va pas le retester, c'était pour vous montrer. On ne peut pas faire plus économe parmi les relais que j'ai à ma disposition. Si vous en avez, que vous en connaissez qui sont encore plus économes, je vous invite à m'en former. Le deuxième plus économe, c'est encore un 1, 2, 3 électrique, c'est le Power Switch. C'est aussi un relais qui est à l'intérieur, sauf que là, c'est un relais qui est maintenu fermé. Là-bas, c'était un bistable, il fallait alimenter dans un sens puis dans l'autre, alors que là, si on alimente, ça ferme. Si on n'alimente pas, ça ferme pas. Donc je vais le mettre pareil avec l'ampèremètre. Pourquoi je mets avec l'ampèremètre? C'est parce que mon alimentation stabilisée n'arrive pas à le mesurer. C'est tellement petit qu'elle n'arrive pas à le mesurer. À un moment donné, j'arrêterai d'utiliser l'ampèremètre. C'est tellement faible en consommation que... C'est assez dingue hein, d'ailleurs, d'avoir aussi peu de consommation sur ces relais. Ah bah je vais le mettre en marche là. On est en 14 volts. Voilà. Donc là, il ne l'affiche pas, il m'affiche 0 ampères, 0 watts. Parce que il mesure à partir de 1 milliampère. Et on en a 0,75 on va dire, 0,7. C'est très très faible. Ça fait une consommation de 8 milliwatts. C'est le double de l'autre. À peu près. 8 milliwatts, ce qui est rien du tout. Encore une fois. Donc ça, moi par exemple, je m'en sers soit pour couper les batteries lithium, soit récemment, je m'en suis servi pour couper les panneaux solaires. Alors il ne faut pas dépasser les 62 volts aux bornes là. Mais pour un système en 12 volts dans un camping-car, pour couper l'alimentation des panneaux solaires, parce que le MPPT n'avait pas de remote, de commande à distance, on ne pouvait pas lui dire d'arrêter de charger les batteries. Donc à la place, on coupait les panneaux en cas de surcharge de batterie, si ça dépassait, s'il y a une cellule qui dépassait les 3,65 en lithium. Très bon relais. Ça coûte un peu cher quand même, mais c'est du très bon relais. Ensuite, nous avons le Battery Protect de chez Victron. J'ai pris le petit là, le 65 ampères. Plus il est gros, plus il consomme. Malgré tout, il est 3e hein, sur la position. C'est pas très grave. Je vais le brancher. On va essayer de rester à 12,5 sur la plupart des mesures. Hop, voilà. Donc là, il consomme plus que 1 mA. Donc maintenant, je ne vais plus avoir besoin de cet ampèremètre là. Je vais en prendre un autre. Parce que maintenant, tout va consommer plus que ça. Vous voyez, il n'y en a que 2 qui sont en dessous de 1 mA. Je vais utiliser un ampèremètre, ici,
On voit sur l'écran là-bas 1,34 mA. Vous voyez, c'est un petit peu plus que 1 mA. De temps en temps, il consomme un peu plus, ça dépend si la LED clignote, s'il est en mode programme ou autre. Donc ça fait 16 mW, ce qui est relativement faible, 16 mW pour un battery protect. On peut aussi se servir d'un battery protect pour couper les appareils avec le BMS, avec une carte électronique quelconque. Cet appareil peut servir de MOSFET de puissance dans la limite de son courant, bien entendu. Là, normalement, j'ai plus besoin de l'ampèremètre parce qu'on a dépassé les 1 mA, donc je vais pouvoir mesurer avec l'alimentation stabilisée, ça me paraît suffisant. On a un petit relais Finder qui est en 24 volts courant continu, je vais être obligé de monter la tension. 8 ampères, qui a aussi un très très grand bobinage dedans, qui semble être fait pour des faibles consommations. Je vais monter la tension à 24, voilà 24,5. On a 30 mA, 0,7 watts. Tout à l'heure, j'avais aussi la même valeur, il me semble, 0,7 watts, c'est ça. Ce qui est bien, hein, 0,7 watts. Hein. Ça reste honnête. C'est ce qu'on s'en sert pour faire de la commande, on s'en sert pour faire des circuits automatisés. Quand il y en a beaucoup qui fonctionnent en même temps, bah, effectivement, ça peut faire quelques watts. Ensuite, on a un relais 12 volts. Il faut que je pense à baisser la tension, sinon je vais les cramer. Donc ça, c'est un relais 12 volts, mais qui sert souvent pour commander du triphasé. Je m'en sers notamment pour freiner l'éolienne Pigotte de l'installation de la ferme des 10 000 watts. Ça sert pour alimenter les radiateurs électriques. Il a une capacité de courant de 12 ampères en alternative, 230 volts, mais il est alimenté en 12 volts continu. Donc on y va. Il consomme 109 mA, ça fait 1,37 watts. C'est à nouveau pas beaucoup, mais on est quand même loin des milliwatts de tout à l'heure. Ensuite, on a un contacteur qui est dans la catégorie économe. Pourquoi il est dans la catégorie économe? Parce que vous voyez, tout à l'heure, on était à 1 watt et quelques, mais pour 12 ampères. Cet appareil-là, il est alimenté entre 12 et 24 volts. On va l'alimenter en 12 ici, hein, ça va nous permettre de comparer. Et il est censé faire plusieurs centaines d'ampères. De tête, je ne l'ai plus, je crois qu'on est à 200 ampères. C'est un contacteur pour le courant continu, pour les véhicules électriques. Donc il est en haute tension aussi. Enfin, haute tension, c'est-à-dire qu'on peut, on peut couper des centaines de volts avec. Je ne me souviens plus la tension exacte de celui-ci. C'est pas vraiment le sujet. Il y a une petite carte électronique à l'intérieur, pareil, avec une alimentation qui maintient l'alimentation du relais. C'est un relais qui va, quand on arrête de l'alimenter, il va se couper. Donc on y va. Vous avez entendu, ça fait clac, je refais. Voilà. Donc lui, il consomme 130 mA pour 1,7. Tout à l'heure, il avait un petit peu plus parce que je crois que je l'ai alimenté en 13 volts. 1,7 watts. C'est équivalent à l'autre, là. Mais c'est vrai que pour faire passer beaucoup de courant en courant continu avec assez peu de risque d'arc électrique, c'est pas mal. Il a déjà une carte électronique d'alimentation, donc on ne peut rien y faire de plus à lui. Il a déjà tout ce qu'il faut à l'intérieur. Il est bien étudié. On ne peut pas l'améliorer. Ensuite, on passe au petit relais. Un petit relais, alors ça va être des relais comme ça que je vais tester après. Le relais génois, c'est des petits relais qu'on a dans l'automobile. Dans les groupes électrogènes, les bateaux, ça sert pour tout un tas de choses. Pas de contacteurs de démarreur, parce qu'il y a un démarreur pour de vrai, mais tous les petits, c'est des relais de commande, qui toutefois peuvent quand même faire passer 30 ampères. Quand on les ouvre, on a un très long bobinage et très fin, hein, exactement comme l'autre en 12 volts, là on est sur du relais 12 volts. Et on a un contact à l'intérieur, alors là c'est un simple allumage, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul contact, normalement ouvert. Celui-ci c'est le modèle chinois. Ce qu'il a comme particularité, on verra le modèle français un peu après, ce qu'il a comme particularité, c'est que c'est pas du cuivre le contact électrique. Hein, il y en a que à 2-3 endroits, mais sinon le reste du temps c'est une espèce d'acier chromé. Donc, et puis ça fonctionne avec un ressort, alors que sur le français c'est une lame tordue, mais globalement ils font à peu près les mêmes fonctions. Quand on l'alimente, lui en 12 volts, donc là on commence à arriver dans des consommations un peu plus grandes, hein, on est à 1,8 watts pour 140 mA. Et alors ce qui est marrant sur ces relais, c'est qu'ils chauffent. On y reviendra. Hein, plus que les autres. Donc je le remets, je me permets de le reclipper complètement parce que je vais peut-être oublier sinon. C'est juste clippé dans un boîtier plastique. Hop. Voilà. Ensuite, on a un modèle. Celui-là, c'était un modèle 30 ampères de mémoire. C'est ça, 12 volts 30 ampères. Celui-ci, c'est un 14 volts 80 ampères. Alors, ils auraient pu marquer 12, mais ils précisent 14.
C'est pareil, c'est un modèle fabrication chinoise avec de l'acier chromé. Alors là, il a quand même, il a quand même des passages en cuivre à des endroits. L'autre l'avait pas, donc c'est mieux, c'est mieux. Remarquez, 80 ampères, ça commence à faire. Hein. 80 ampères sur un tout petit relais. Bon, relais inverseur. On va l'alimenter. Toc. 1,98 watts pour 150 milliampères. Les milliampères sont importants pour la suite. Hein. Ils sont importants parce que lorsque j'aurai choisi mon relais, enfin je l'ai déjà choisi, mais lorsque je me serai arrêté sur le relais pour vous expliquer, je me servirai des milliampères. Ensuite, un relais made in France de la marque Cartier. Donc je l'ai déjà ouvert. Il est tout en cuivre. Il n'a pas de ressort, il a une lame. C'est celui-là que je disais, hein, qui avait une petite lame. Il a déjà servi pas mal de fois, hein, il est d'occasion. Il fonctionne. Toc. Donc il consomme presque 200 mAh pour 2,5 watts. Ça commence à être beaucoup en watts. Vous voyez, il est moins économe que l'autre d'avant. Après, je pense pas qu'il ait été étudié pour ça. C'est celui-là que je retiendrai pour faire mes tests après. Parce que il est de la taille qui me convient. Il est 30 ampères, ça commence à être pas mal à couper. Je peux commencer à couper une petite batterie, quelque chose, un panneau solaire, enfin couper quelque chose, maintenir en marche quelque chose, mais je ne veux pas qu'il consomme 2,4 watts. Donc je travaillerai sur celui-là tout à l'heure. Je vais le mettre de côté ici. Ensuite, on a un très gros contacteur. C'est un relais 48 volts 200 ampères, que je n'ai d'ailleurs pas ouvert, c'est bizarre. Je pensais l'avoir préparé. On va l'ouvrir si on peut. C'est juste plus gros. Hein. Donc là, carrément, c'est du M6. Je parle pas de la télé, je parle de la taille d'Écosse pour le raccorder. Tac. C'est très simple à ouvrir. Hein. D'ailleurs, avec l'usure, avec les vibrations, des fois, le capot s'en va. Donc, on a des grosses bornes. On est sur du 200 ampères. Hein. On a des grosses bornes de contact, vous voyez, en cuivre. On a un contacteur qui est quand même assez costaud, hein, qui a des grosses tresses de cuivre. On est sur une fabrication, comme je vous disais, avec le petit ressort et le petit métal chromé. On a une très faible, j'appelle ça un entrefer, mais on a peut-être 2 ou 3 mm pour le contact. Donc la tension aux bornes, 48 volts, c'est déjà... faut pas mettre 100 volts, quoi. Peut-être que 100 volts, ça passerait, mais j'ai un doute. Parce que là, comment dire, il y a une certaine isolation galvanique entre l'alimentation de la bobine qui est avec les petits fils et le contact. Mais il ne faut pas en avoir trop non plus, parce qu'il peut y avoir un arc électrique, il faut pas trop abuser avec ces contacts-là. D'accord? Donc, je vais l'alimenter. C'est en 48 volts, donc je vais alimenter en 12, et puis on va monter la tension petit à petit. Donc là en 12, si je ferme le contact, là il reste collé. Hop. Je vais monter la tension. Toc, il se ferme. 48,3 volts. On a presque 5 watts. 100 mA en 48 volts, à peu près 5 watts. D'accord, ça reste beaucoup, mais c'est pour de la puissance. Ok? Donc je refais. Donc là, pareil, si on veut augmenter la tension aux bornes ou réduire les arcs électriques, on rajoute un condensateur. Mais il ne faut pas trop en rajouter, parce qu'il va peut-être pas supporter. Hop. Le dernier, qui n'est pas en 48 volts, je baisse ma tension. Qui est en 12 volts. Faut que je fasse gaffe avec ça, si je vais finir par en cramer si j'oscille entre 12 et 48 à chaque fois. Là, 12,5. Le dernier, c'est un contacteur de démarrage. C'est ce que je me sers pour les chauffe-eau solaires aux alentours de 150 volts. Il est alimenté en 12 volts ou en 24, celui-là est en 12 volts. Et il a un gros contacteur avec un gros ressort, et il a un très grand espace à l'intérieur pour faire le contact. Ce qui permet de couper les arcs électriques de grande puissance. Alors lui, c'est un 500 ampères. C'est déjà une belle bête. Il n'y a pas de sens. Hein. Vous voyez, les bobines, elles n'ont pas de sens. Elles n'ont pas d'électronique interne. Donc, elles n'ont pas de sens. Donc, je vais alimenter. On est bien 12 volts. Toc. Donc là, on consomme 7 presque 8 watts. 0,6 ampères. C'est pas mal. Tout à l'heure, j'avais 7 watts. Parce que j'avais une tension un peu plus faible. Et donc, c'est le genre d'appareil, vous voyez que moi quand je l'utilise pour mes chauffe-eau, il y a un surplus d'énergie, donc c'est pas très grave. Mais globalement, ça chauffe quand même, il faut le mettre dans un boîtier ventilé, donc il y a un petit ventilateur et tout. Mais là, on va essayer de faire mieux. Alors, j'aurais pu faire avec celui-là, c'est vrai que j'aurais eu plus d'intérêt personnellement, mais
Mais pour la vidéo et les tests, je vais faire avec le petit relais. C'est plus simple avec ce que j'avais en stock. Vous verrez pourquoi après. Bon, est-ce que jusqu'ici vous avez suivi? On a un crescendo de puissance dans les relais. Ça permet de savoir un petit peu les qualités et les consommations de chacun des appareils. Donc là, on va reprendre ce petit relais. On va le réalimenter, puis on va marquer ses caractéristiques. On est toujours en 12 volts. Donc là, ce relais alimenté en 12 volts, on va prendre des notes. Il consomme approximativement 200 mA. Comme il va avoir tendance à baisser un petit peu en courant au fil du temps. Là, on est à 285, mais globalement, il a besoin de 200 mA pour coller, pour avoir sa puissance. Donc on va le marquer ici. 200 mA en 12 volts. C'est sa conso à lui. Ça fait 2,5 watts à peu près. Donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir si je peux le sous-alimenter, ce relais. Le principe, c'est que j'aimerais lui brider le courant à l'intérieur, et j'aimerais savoir à quelle tension il colle, à quelle tension il décolle. Quand on dit qu'il colle, c'est qu'il se ferme, et quand il décolle, c'est qu'il s'ouvre. Donc, je vais simuler avec l'alimentation stabilisée la chute de tension pour voir à quel moment il se coupe. On est à 7 volts là. 6, 3. À 3 volts. À 3 volts, il s'est coupé. Là, il continue à consommer, hein, c'est juste qu'il ne colle pas. Il consomme 0,14 watts. Donc 3 volts, c'est le mini, à l'ouverture. Ok. Maintenant, on va voir à la fermeture. On va monter la tension. 8,6 volts. 8,6 volts, c'est la tension qu'il lui faut pour démarrer. Et là, on est à 1,15 watts. Donc en fait, il lui faut au moins 8,6 volts pour s'enclencher. D'accord? Il supporte jusqu'à 16, quasiment le double. Hein. Et il ne faut pas qu'il tombe en dessous de 3 volts pour se fermer. Donc moi, je voudrais trouver une façon de l'alimenter entre 3 et 8 volts. Donc peut-être aux alentours de 5 volts, 6 volts, ce serait pas mal. Donc la moitié de la tension. D'accord? Tout en lui laissant la possibilité, en le laissant se fermer à la tension qu'il a besoin, mais après le maintenir à 6 volts. Donc pour ça, il faut qu'on passe par un petit schéma, une petite explication. Et juste avant, je voudrais quand même faire un petit... Lorsqu'on laisse brancher ce relais en 12 volts, avec la caméra thermique, j'ai mesuré qu'il montait en température. Ça fait à peu près 2 watts en permanence fermé dans un capuchon plastique. À l'extérieur, on monte assez facilement, 69, 70, 80 degrés. Et à l'intérieur, quand on enlève le capuchon et quand on le laisse à l'air libre, hein, on frôle les 100 degrés. On est sur quelque chose qui chauffe énormément en quelques minutes, hein, une dizaine de minutes. Donc quand on a quelque chose qui est branché en permanence, on a un élément chauffant, qui est fait pour, mais qui chauffe beaucoup. Moi, ça ne m'arrange pas trop qu'il chauffe, d'abord parce que c'est de la perte, et ensuite parce que je trouve ça un petit peu dangereux, ça peut fondre, se déformer, tout ça. J'aime pas trop, donc je voudrais lui réduire sa puissance, je voudrais qu'il chauffe moins. Alors j'ai mesuré le courant, j'ai mesuré les watts, j'ai mesuré le mini, le maxi. Maintenant, je vais essayer de voir ce que je peux faire pour réduire son courant. Alors, je pense que je vais apprendre des choses à des gens, mais pas forcément aux électriciens. Donc ça, c'est le symbole de notre bobine. On a le 12 volts ici. D'accord ? Normalement, on a le 0 volt en bas. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je voudrais lui brider le courant. Je veux qu'il consomme moins. Donc je vais lui mettre une résistance ici. Je vais rajouter une longueur de fil, si vous voulez. Comme si j'avais plus de fil. Ça peut être une résistance bobinée. Je vais mettre une résistance. Et ce qui va se passer, c'est que entre là, le 0 volt et le 12 volts, on a bien 12 volts. Mais on ne voit pas très bien, je vais changer de crayon. Ici, on va avoir une tension VB pour le volt de la bobine. Et on va avoir une tension VR. Ce n'est pas 12 volts. Dans les deux cas, ce n'est pas 12 volts. On a un système qui a des tensions différentes quand on met en série comme ça, comme quand on met des panneaux solaires en série. On a beau avoir 400 volts en sortie, chaque panneau a sa tension propre. Bah là, c'est pareil, sauf que c'est pour le consommateur. Les deux appareils ont un courant qui passe à l'intérieur. On va l'appeler I. Hein, et c'est le même qui traverse tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à faire de I1, de I2, de I3. C'est le même courant qui traverse les deux. On va poser déjà les différentes formules, comme ça on va les garder dans un coin.
C'est la loi d'Ohm. Hein. U est égal à R fois I. La résistance fois le courant est égal à la tension. Alors normalement c'est un peu le contraire, c'est le courant qui est la résultante de la tension qu'on applique à une résistance. Hein. C'est la même formule, hein, c'est juste qu'elle est dans l'autre sens. Voilà. Ça c'est la formule logique. C'est-à-dire que le courant est le résultat de ce qu'on applique aux bornes en fonction de la résistance qui empêche le passage du courant. Vous voyez, c'est inversement proportionnel. Plus il y a de résistance, moins il y a de courant. Donc c'est forcément l'inverse. L'autre formule qui est importante, c'est P égale U fois I. La puissance égale la tension fois le courant. La force qu'on y met est la circulation de courant qui passe. Ce sont des formules universelles. Je ne pense pas que j'ai besoin de les réexpliquer ici. C'est peut-être un peu basique, on apprend ça au collège. Ce qui va être important ici, c'est que on va utiliser quelque chose qui est, moi que je considère simple, mais dans le jargon d'électricien, on appelle ça le pont diviseur de tension. Pont diviseur. Alors c'est peut-être plus des électroniciens, je ne sais pas. Pont diviseur de tension. Pourquoi on appelle ça comme ça? Parce qu'en fait c'est souvent utilisé pour soit mesurer une tension, soit réduire une tension. Et ce qu'on fait, c'est qu'en mettant deux éléments en série comme ça, vu que chacun a sa propre tension, et ben, la tension qu'on mesure ici, on peut matériellement, physiquement, la prédire par le choix des matériaux, prédire que c'est par exemple la moitié. Si on a construit le système pour que cette tension-là soit tout le temps la moitié de celle-là, et bien ici, on pourra, si on mesure 6 volts, en multipliant par 2, on sait que là on a 12. C'est des éléments qui servent, dans notre cas, ça va nous servir pour calculer une résistance, mais ça peut servir pour alimenter un circuit électronique, par exemple, qui, lui, ne pourrait pas être alimenté en plus de 5 volts. En gros, ici, on a VR plus VB égale 12 volts. C'est normal, on a une tension borne de résistance, une tension borne de la bobine. Les deux s'additionnent et sont l'une après l'autre, comme les panneaux solaires qu'on met en série. On a 12 volts ici, donc on va avoir quelque chose qui va être entre les deux, entre 0 et 12 volts. Alors cette règle, normalement la règle elle est issue de multiplication, d'addition, de tout ça, mais moi je vais la faire un peu plus simple. La tension qu'on a aux bornes de la bobine, ça va être un pourcentage de 12 volts. D'accord ? Ça va être un pourcentage de 12 volts. On va le déterminer, ce pourcentage. Et ce pourcentage, c'est le rapport entre les résistances, en fait. Donc, ça va être le rapport entre, par exemple, la résistance qu'on va rajouter et la somme de toutes les résistances, ou la résistance de la bobine et la somme de toutes les résistances. Ce pourcentage-là, on le détermine par proportionnalité. Donc là, moi, je ne vais pas déterminer les résistances, je vais essayer de déterminer une tension dans un premier temps. On a dit que je voulais 6 volts ici. Donc là, c'est relativement simple. On va avoir 6 volts ici aussi, puisqu'il faut... On va faire 12 moins 6 égale 6. D'accord ? On sait qu'il faut... qu'on veut 12 volts, il nous faut 6 volts aux bornes du relais, donc il va nous falloir 6 volts aux bornes de la résistance. Si c'était par exemple 5 volts, ben on aurait 5 volts là-haut et 7 volts en bas. D'accord ? Dans le cas de 6 volts, eh ben le pourcentage c'est 50%. Et dans le cas de 5 volts, non, ça fait 5 sur 12, donc ça fait 41,6%. Si c'était 5 volts, ce serait 41,6%. Nous, on va simplifier. Alors, est-ce que c'est vraiment nécessaire que je simplifie? Oui, c'est nécessaire. Je vais laisser comme ça, en simplifiant. Il risque d'y avoir des doublons parce qu'il y a 2 fois 6 volts, mais je ne pense pas que ça va réellement nous gêner. Qu'est-ce qui va se passer là? J'ai besoin de faire 2 étapes intermédiaires. Soit je calcule la résistance dont j'ai besoin, soit je mesure la résistance de la bobine. Moi je suis pas bête, j'ai envie de mesurer la résistance de la bobine d'abord. Donc je vais mettre en ohmmètre. Je vais mettre par exemple sur 200 ohms mon multimètre. J'allume. Et je vais mesurer la bobine de mon relais. Moyennant des contacts plus ou moins foireux. J'ai 143 ohms. Mon relais RB 143 ohms.
On va vérifier si ma valeur est correcte. J'éteins mon ohmmètre. Pour vérifier si ma valeur est correcte, bah, je connais ma tension, je connais mon courant. Tout à l'heure, on était en 12, je crois qu'on était à 12,5 volts, plus précisément, sous 200 mA. Et bien, si on utilise la formule qui est là, R est égal à 12,5 sur 0,2 ampères. 200 milli, c'est 0,2. 12,5 divisé par 0,2. On a 62 ohms. Donc là, vous voyez, 143 ohms, c'est pas bon. Je vais utiliser mon autre multimètre pour vérifier si j'ai fait une bêtise quelque part. Alors bien sûr, comme je vous disais, c'est une impédance, c'est pas une résistance. On n'est pas obligé d'être parfait. Mais normalement, je devrais tomber à très très proche. Donc avec mon autre multimètre, je vais faire la même mesure. Normalement, il est en meilleur état ce multimètre, il devrait donner une valeur un peu plus sérieuse. 64,3. Ah, vous voyez, c'est plus logique là, 64,3. 64,3. Donc on est entre 62 et 64. Alors bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Si je veux diviser par 2 la tension, bah, il faut que je trouve une résistance de la même valeur. Puisqu'avec la même tension et le même courant, on aura la même résistance. Il faut que je mette une résistance de la même valeur. Sauf qu'en faisant ça, si je mets une résistance, je vais brider le courant, donc j'en aurai peut-être pas assez pour fermer le relais, et je vais brider la tension, donc je ne vais pas atteindre les 8,6 volts. Pour bypasser cette petit inconvénient, on met un condensateur. Ici, un condensateur polarisé. Qu'est-ce qu'il fait ce condensateur? Au moment où on met sous tension, il autorise le courant, beaucoup de courant, à alimenter directement le relais. Alors, la flèche est dans l'autre sens, mais... Et pendant une fraction de seconde, pendant très peu de temps, le relais est alimenté en 12 volts. C'est pas un court-circuit ici, mais on a tellement de courant qui passe là, c'est comme si on avait 0 volts aux bornes de la résistance. Le temps que la tension augmente au condensateur, dans un premier temps elle est de 0 volts. Hein. Donc le relais est bien en 12 volts au moment où il s'allume, puis au fur et à mesure que le condensateur se charge, la tension va approcher les 6 volts ici et les 6 volts là. Donc on a une impulsion avec le condensateur, la résistance qui maintient l'alimentation du relais. On peut rajouter une diode de roue libre quelque part, j'en parle pas ici, il n'y a pas besoin, mais on pourrait. Ça dépend si c'est alimenté par de l'électronique, mais en l'occurrence ici non. Et l'idée c'est de réduire la tension aux bornes du relais pour qu'il consomme moins. D'accord? Il y a deux petites choses qui vont se passer. On va réduire la puissance du relais, mais on a rajouté une puissance, on a rajouté une résistance. Donc il y a une petite subtilité, je ne sais pas si je vais faire de l'autre côté. Non, je vais rester ici. On a une petite subtilité, c'est que tout à l'heure on a dit que P est égal à U fois I. On va quand même vérifier qu'on est inférieur aux 2,5 watts en faisant ça, parce qu'on a rajouté une résistance. Donc globalement, on a quand même une résistance plus grande, on a toujours 12 volts et autres. Donc qu'est-ce qui se passe? On a notre R ici. Bah, R, c'est on peut mesurer la puissance de chaque élément. C'est peut-être plus simple. On sait que si on arrive à mettre une résistance de 64 ohms, disons ici, et 64 ohms ici, ben, on va avoir on va avoir le courant I est égal à U sur R. Donc si on applique la formule, on va avoir 6 volts divisé par 64 ohms. 6 divisé par 64, je ne sais pas le faire de tête. On a 0,094 ampères. D'accord? Et P est égal à U fois I. Donc ça va être 6 fois le courant d'en haut, là. Je le réécris pas. Je fais fois 6. On obtient 0,56 watts. D'accord? C'est 0,56 watts sur chaque. Il faut faire x2. Hein. Donc on est à peu près à 1 watt. On passe de 2,5 à 1 watt. Environ. Donc là, le petit montage qu'on fait, on divise par 2 la consommation d'un relais. Donc ça commence à être sympa. On pourrait l'affiner pour être un peu plus, comment dire, un peu plus, peut-être dans les 0,8 watts. On pourrait.
mais on serait un petit peu plus borderline sur le fonctionnement du relais. On aurait peut-être, en cas de sous-tension, si on tombe à 10 volts ici, on n'aurait peut-être plus la tension nécessaire pour maintenir. Et on aurait des choses qui commenceraient à poser problème à mon avis. Là, c'est pour être un peu sécuré avec les marges de sécurité, en rajoutant une résistance aux bornes de la même résistance que la bobine. Eh bien, il faut effectivement, on peut diviser par deux la puissance. Il y a d'autres choses à voir, mais avant, je voudrais vous montrer ce que ça fait. J'ai fait un petit montage, alors je l'ai fait avant, hein, j'ai testé tout ça avant pour vérifier. Hein. J'ai cherché dans mes résistances que j'avais un peu partout. J'ai fait plusieurs tests avec plusieurs résistances, plusieurs condensateurs. Enfin, j'ai essayé de faire quelque chose de bien. Et j'ai trouvé des petites résistances, là, vous savez, les petites résistances d'électroniciens. Je crois que c'est des 0,5 watts. Et donc j'ai testé avec ça et ça marchait très bien. Donc j'ai mis mes petites résistances, j'ai mis mon condensateur, j'ai mis une petite cosse pour pouvoir faire le test. Toc. Donc mon moins, bah vous voyez, mon condensateur est polarisé, mon moins est là, mon plus est là. On va voir ce que ça donne. Je mets en marche. Hop. Et il consomme 0,95 watts. Vous voyez, je suis pas loin de mon calcul. Hein. Je suis un petit peu plus bas parce que je crois que j'ai trouvé des résistances un petit peu plus élevées. Enfin, j'ai fait avec ce que j'avais en stock. J'avais beaucoup de résistances que j'avais de démonter de l'électronique. Et alors, il s'est passé quelque chose lorsque j'ai fait les tests. J'ai laissé comme ça pendant 3/4 d'heure à peu près. Je me suis rendu compte que mon relais effectivement chauffait moins, mais par contre que ma résistance chauffait beaucoup. Au départ, je vous avoue, c'est la résistance que je voyais chauffer beaucoup. Je me suis dit, j'ai quand même mis une résistance. Elle est là pour chauffer. Est-ce qu'elle va pas tout cramer? Elle est montée à 70 degrés la résistance. Je me suis dit, c'est beaucoup. Puis quand j'ai vu que le relais montait à plus de 100 degrés à l'intérieur sans mettre ça, je me suis dit, bah, finalement, c'est bien. Et alors là, je voudrais juste vous attirer votre attention sur quelque chose lorsqu'on fait ce genre de montage. Pour cet exemple-là, c'est un relais de petite taille. Pour cet exemple-là, ça marche plutôt bien parce que ça tombe sur des résistances qui sont capables de dissiper la chaleur. Alors il y a un petit... chaque résistance, elle a une valeur en ohms, mais elle a aussi une puissance qu'elle peut dissiper. Comme les radiateurs, ils peuvent dissiper une puissance. Si on augmente la tension aux bornes et qu'on force la résistance à chauffer plus, si elle n'est pas capable de la dissiper, elle va finir par cramer. Ça explique parfois des radiateurs en 220 qui crament en 240 parce qu'ils sont trop vieux, machin. Là, en l'occurrence, si elle est capable de dissiper la chaleur, elle-même, dans sa céramique, dans sa matière, elle ne va pas cramer, elle ne va pas éclater. Elle va maintenir sa dissipation de chaleur à condition de la laisser dans un environnement qui permet de la dissiper. C'est pour ça que je laisse à l'air libre là. Donc en fait, si on veut qu'une résistance dissipe plus, il faut acheter des résistances avec une puissance plus élevée. Elles sont plus grosses, parfois c'est de la céramique, parfois c'est bobiné, parfois c'est des gros machins verts. Elles peuvent avoir une résistance très faible, mais elles vont être plus grosses, plus volumineuses pour dissiper plus la chaleur. Donc c'est un élément à prendre en compte si vous faites par exemple ce genre de montage avec celui-ci, c'est pour ça que je n'ai pas fait avec celui-ci. Pour véhiculer plus de puissance, bah, il m'aurait fallu quand même une plus grosse résistance. Parce que lui était à combien? 5 watts 7 watts. Donc il me fallait 3 watts et demi. Bah, des résistances de 3 watts, c'est pas des résistances d'un demi-watt. Hein. C'est plus gros. 3 watts, bon après ça commence à devenir du standard. J'en avais pas en stock de la bonne valeur, mais j'aurais pu le faire. En allant acheter la bonne résistance, on peut le faire. Le condensateur, lui, il n'y a pas une très grande importance en termes de taille. J'ai pris celui que j'avais en stock. D'ailleurs, ça doit être un 450 volts. C'est un peu surdimensionné. J'aurais pu prendre un 63, voire même un 30. J'avais peut-être pas besoin. Bon, ça coûte pas très cher de cette taille-là, mais bon. Moi, si je devais le refaire en définitif, je prendrais le temps de prendre des bornes ou éventuellement de prendre des éléments métalliques pour dissiper la chaleur et pour faire un moins, pour faire... Là, je suis pas censé avoir de résistance en série. Enfin, je peux faire quelque chose qui permet de dissiper la chaleur, pas trop renfermé, pour que ça chauffe juste ce qu'il faut. Et mettre les deux côte à côte sur un rail. Mais globalement, je suis assez satisfait de ce que j'ai fait. Donc c'est vraiment important de se dire, bon voilà, c'est bien, on fait une petite alime, mais il faut vraiment qu'elle réduise la puissance et que ça fonctionne comme avant. D'accord, que le relais soit toujours capable, mais aussi que ça crame pas, enfin que le montage fonctionne. Alors je me suis demandé, quand j'ai cherché dans mes relais, je me suis dit quand même, je l'ai fait avec un relais qui fait plus de 2 watts.
Guillaume, tu aurais pu faire ça avec un autre. Alors déjà, je vais tester avec l'autre. Celui qui faisait, combien il faisait? 1 watt,7. Est-ce que ça va fonctionner? Oui. Donc là, il fait 0,8 watts. Donc c'est la moitié quasiment. Très bien. Et je vais essayer avec le relais en 24 volts. Ou non, bon, j'en ai un autre en 12 volts, là, il est très bien. Allez. Il faisait combien celui-là? Le relais 12 volts, Finder. 12 ampères. Il faisait 1,4 watts. Je sais pas si c'est activé. Oui, c'est activé, il a bien fait. 0,7 watts. Donc on a bien divisé par 2. Je suis étonné, hein, mon petit montage, il est... Tant qu'on reste dans les 1-2 watts, ça a l'air de coller. Je voudrais essayer sur le 24 volts. Ça va nécessiter que j'augmente la tension. Voilà, c'est parti. Ah, il marche. Tout à l'heure, ce petit relais, il faisait 0,7 watts. Bah, il fait toujours 0,7 watts. Bah, ça, c'est parce que là, vous voyez, on n'est pas sur la même tension, on n'est pas sur la même puissance d'origine. Donc mes résistances elles doivent être, entre guillemets, insignifiantes par rapport à la résistance de ma bobine. La résistance de la bobine qui doit être bien plus élevée. On va voir ça. Hop. Je dois pas être à 64 ohms, je dois être au moins au double. Ah oui, 0,87 kilo-ohms. Ah oui, c'est insignifiant. Oui, ça marche pas. Il faudrait que je mette d'autres types de résistance en série pour réduire encore la consommation. Je sais pas si c'est pas déjà intégré là-dedans. Ils l'ont peut-être déjà fait. Ça n'a pas l'air. Ça lui a rien changé à lui. Ok, donc ça, en 12 volts, mon calcul fonctionne sur la plupart de mes petits relais. Je suis assez content. Bah bien sûr, lui il est en 48 volts. Bon, on va voir quelle résistance il a. 0,46 kilo-ohms. Ah oui, oui. Je vais essayer quand même, ça va servir à rien. Et je vais le mettre en 48 volts. 4,2 watts. Et avant, il était à 5. Ouais, ça baisse un peu. Il n'est pas adapté pour les autres tensions. Donc voilà le petit montage que je voulais vous montrer, qui vous permettent d'avoir des relais économes à pas cher. Ça vous coûte vraiment pas cher, ça. C'est vrai que si vous avez le budget pour mettre un battery protect ou un genre de relais, comme je vous ai montré, bah, sur des valeurs, sur des choses importantes, ça peut être bien. Sur des équipements de qualité et cher, bah, autant mettre du bon matériel. Mais c'est vrai que pour les petits relais que vous avez un peu partout, vous pouvez faire tout un tas de petits montages. Et je pense que c'est des circuits qui doivent exister tout fait. Hein. Ces petits résistances Kondo, là je les fabriquais moi-même vraiment pour la bricole, mais ça m'a pris pas longtemps. Ça doit exister tout fait avec les bonnes résistances, pour alimenter les relais. Puis peut-être qu'il existe aussi des relais qui les ont intégrés, mais je n'ai pas vraiment cherché, je vous l'avoue. Donc voilà, le micro est tombé en panne pendant l'enregistrement. Je sais pas à quel moment. Je vais pas le refaire. Hein. Vers la fin sûrement. Bon bah merci d'avoir regardé. Moi j'ai trouvé ça passionnant. Je trouve souvent passionnant ce que je fais, c'est fou. Hein. Heureusement. J'ai trouvé ça passionnant. Surtout mon petit relais là qui était là. J'ai un peu galéré dessus pour réussir à le mettre en marche avec l'histoire de l'ampère-mètre qui empêchait le passage du courant. Mais bon, ça me rassure. Bonne qualité. C'est bien de connaître ces relais, ça évite de les cramer. Quand on sait à quoi ils servent, quand on sait combien ils consomment, pourquoi on met en relais, est-ce qu'on rajoute pas des consommations à vide. Donc voilà, culture générale, électricité. À bientôt!